Attention, dans le contenu qui va suivre, il y a des chances que tu te fasses spoiler gentiment, mais genre vraiment gentiment, le but n'étant pas de te gâcher la découverte de l'œuvre traitée ici. Après, tu es assez grand pour faire ce qu'il te sonne de cette information, même si je ne connais pas ton âge et que j'en ai un peu rien à foutre en fait. Voilà qui est fait. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses dans ce premier épisode d'Anime Analyse, et je vais pas te décrire en quoi ça consiste, tu n'as qu'à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Bon ok, aujourd'hui on va parler d'Alnoa Zero, mais ça tu le savais déjà parce que tu sais lire. Enfin, je l'espère pour toi, ce serait dommage si... Alnoa Zero est donc un anime adapté de rien du tout réalisé par les studios A1 Putain de Pictures et Troika. Il y a aussi Olympus Net qui est cité, mais très franchement il y a grave pas d'informations sur ce nom donc on s'en fout. Par contre on s'en fout un peu moins du papa d'origine de l'œuvre qui n'est autre que Gen fucking Urobuchi. Si tu ne vois pas qui c'est, remercie-le d'avoir fécondé quelques psychopathes, Pouet la magie Madoka Magica et Fate Zero pour n'en citer qu'un bout. Tatsuhiko Takayama est quant à lui chargé du script, et ce mec, je ne sais pas si je dois l'admirer ou le haïr jusqu'à la fin de sa vie, de la mienne et celle de la continuité de nos lignées respectives, parce que réunir Full Metal Alchemist, Garei Zero, Bakatu Testo Shokanshu ainsi qu'une multitude d'autres bonnes choses avec Mirai, bordel de merde de Nikki, et beaucoup no fucking what that shit Pico, dans un seul et même CV, c'est tout aussi blasphématoire que de couper des spaghettis tout en appréciant le live action de Shingeki no Kyojin. Tiens, en parlant de Titan, le compositeur n'est autre qu'un des dieux vivants des OST qui fait des coucous furtifs à Hans Zimmer, John Williams, Yoko Shimomura et plein d'autres, j'ai nommé Hiroyuki Sawano. Hashtag je fais tout le temps la même chose en changeant un peu, mais avoue que j'ai trop de level et que c'est trop kiffant ce que je fais. L'anime est découpé en 2 parties / saisons. Oui / parce qu'en fait personne n'arrive à déterminer si c'est 2 saisons de 12 épisodes ou un animé de 24 épisodes avec 2 parties distinctes. Très franchement, on s'en fout, mais pour moi c'est un animé de 2 saisons. La première ayant été diffusée entre juillet et septembre 2014 et la seconde entre janvier et mars 2015. L'écart entre les 2 diffusions sont bien trop importantes pour parler de 2 parties, donc chut. D'ailleurs, tu te demandes sûrement pourquoi je t'embête avec ça, n'est-ce pas ? Même si ce n'est pas le cas, voici la réponse. Ici, je ne vais aborder que la première saison, donc uniquement les 12 premiers épisodes. Il y a tellement de choses à dire sur chaque saison individuellement que ça ne rentrerait pas en un épisode dans le format que propose cette émission. Maintenant que cette présentation foutrement interminable a été effectuée, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Mais de quoi que ça parle donc ? Eh bien, dans un présent alternatif, les humains se sont séparés à la suite d'une trouvaille sur la Lune d'un portail menant vers Mars par Apollo 17. Ceux qui ont quitté la Terre forment l'Empire de Verse, une société très avancée technologiquement grâce à la découverte d'une nouvelle forme d'énergie du nom d'Alnoa mais proche de la guerre civile. En effet, la planète rouge manque de toutes les ressources vitales et les inégalités se creusent entre la classe dominante et la classe ouvrière. Une courte guerre en 1999 entre la Terre et Mars éclate, conduisant à la destruction d'une grande partie de la Lune, ces débris causant de très importants dégâts à la surface de la Terre. En 2014, la jeune princesse héritière, Aseilum Versailles-Lucia, est malgré tout déterminée à apaiser les relations entre les deux planètes. Malheureusement, un attentat est commis durant la visite diplomatique de la jeune fille sur la planète bleue. Il n'en fallait pas moins pour attiser la colère de l'Empire Verse qui annonce l'entrée en guerre de Mars contre la Terre. En gros, c'est ça le speech. Je remercie Wikipédia qui, pour le coup, m'a pas mal aidé pour résumer la chose sans trop spoiler ta face. Tu l'auras compris, ici on est sur de la SF qui fait pas semblant, avec des bons gros mechas bien huilés. Et des mechas, on va en parler justement. Ici, Alnoa Zero surprend dans sa démarche vis-à-vis des machines. En effet, là où dans la majeure partie des œuvres à base mecha, genre Gundam, Code Geass, Emusan, Sonokuro Kiyagane et j'en passe et des meilleurs, les protagonistes le sont grâce à l'acquisition d'un modèle mecha extrêmement rare / cheaté de sa maman la génitrice. Et bien dans Alnoa Zero, ce sont les Némésis, donc les Martiens, qui possèdent la technologie avancée. Et ça, c'est un plus qui paraît anodin, mais absolument pas. Lors des affrontements, on a du coup droit à des batailles à 10 contre 1, et ici c'est la stratégie militaire qui va finir par s'imposer. Et bon sang que c'est cool. D'ailleurs, j'ai parlé de Némésis précédemment, alors laisse-moi m'y attarder davantage. À première vue, on peut supposer que les terriens sont les gentils innocents parce qu'ils se font envahir par Verse. C'est somme toute un raisonnement logique, mais Alnoa fait bien plus dans la subtilité. Il n'y a pas de méchants à proprement parler, ce sont surtout 2 camps se faisant opposition. L'Alliance terrestre est prête à tout pour défendre son territoire, quitte à former des étudiants en bas âge au pilotage de mecha au cas où. La force de cette armée est représentée par la quantité, et non la qualité. Du côté de la planète rouge, Mars est une planète pauvre en ressources, empêchant la civilisation de Verse d'évoluer dans sa démographie, et la puissance de feu de ce camp est représentée par les chevaliers orbitaux, une 40aine de soldats avec des mechas tous plus uniques les uns que les autres à la puissance de feu dévastatrice. Il n'y a pas de blanc ou de noir dans cette guerre, mais de belles nuances de gris, entre des terriens et des martiens racistes les uns envers les autres, des manipulateurs, des soldats loyaux comme pas deux. En bref, les 2 camps ne sont pas si différents que ça si on supprime les différences technologiques et géographiques. Les positions prises sont les mêmes des 2 côtés, pas de place à la paix ni au partage, celui qui gagne la guerre obtient ses droits, quel que soit le prix à payer. Une mentalité qui représente assez bien la guerre. Je vais utiliser un petit spoil pour illustrer mon exemple, mais lorsque les chevaliers orbitaux de Verse décident de créer un attentat contre leur propre princesse afin de déclencher la guerre, c'est un vrai coup de génie. La dénonciation des propagandes et autres stratagèmes furtifs mis en place pour motiver une civilisation tout entière de se mobiliser est totalement là, d'autant plus que cet acte n'est pas sans intérêt ou dans l'unique but de lancer le scénario et les armes à feu. On comprend bien que Verse a besoin de ressources de vie, ressources que la Terre n'est pas prête à partager.
La précédente guerre qui a eu lieu 15 ans plus tôt en est sûrement la cause, mais on peut aussi se dire que le surpeuplement de la planète bleue y est pour quelque chose. Les objectifs sont clairs pour tout le monde. On comprend pourquoi tel assaut est lancé, quel avantage il donne à son camp, et encore mieux, on est très rapidement au parfum vis-à-vis de la psychologie de tel ou tel personnage et de sa vision de la guerre. À aucun moment tu ne seras surpris du choix d'un tel d'avoir trahi un groupuscule ou d'avoir menti à son peuple entier pour le sauver au sein d'un groupuscule justement. Et pourquoi j'insiste autant sur les deux camps ? Parce qu'Alnoa Zero possède un duo de personnages rivaux et principaux en même temps, un peu à l'effigie de Death Note avec Raito et elle pour citer un exemple qui parle à tout le monde. Ici c'est Inao et Slane qui se font la guerre mais de très loin. À première vue, Inao est le personnage principal, il représente la Terre, c'est le mec qui se bat avec tout son groupuscule, il a un chara-design extrêmement classique voire lambda, et il est présent à l'écran comme aucun autre personnage ne l'est. Mais Slane est tout aussi important, c'est le gars qui ne combat pas vraiment, qui n'est et ne sera jamais à sa place à cause de sa condition sociale et de sa victimisation raciale par son propre peuple. Lui il est fidèle à Verse, peuple qu'il a recueilli, oui recueilli parce que c'est un terrien à la base, donc qui s'en prend plein la gueule où qu'il soit. Victime de racisme du côté des Martiens et du côté des Terriens, il est considéré comme un ennemi. D'ailleurs là aussi on peut se dire que les deux rivaux ne le sont pas tant que ça. En effet l'objectif d'Inao est d'arrêter la guerre de la manière forte. Viens qu'on tue des mechas martiens avec des explosions Michael Bay-esque, tout ça. Celui de Slane est de rétablir la vérité quant à l'attentat, retrouver la princesse de son royaume qui est sa seule et unique préoccupation, la guerre le dépassant et ne sachant pas de quel côté se placer quoi qu'il advienne. Alnoa Zero a le droit à pas mal de persos au bon chara-design. D'ailleurs c'est cool de voir des persos qui n'ont pas tous droit à la plastique parfaite, qu'ils soient terriens ou martiens, fait que j'ai vraiment apprécié parce que dans les animés de nos jours, un gentil a un physique irréprochable contrairement aux méchants. Ici on est sur un traitement physique réaliste. Bon, ça casse pas trois pattes à un braconnard, mais c'est un point qui fait plaisir. Au niveau du développement, il est vrai qu'on a des pistes non exploitées envers certains personnages, notamment le lieutenant Malito et son traumatisme post-guerre. C'est mentionné, c'est traité et c'est vachement intéressant par ailleurs, mais pas suffisamment en profondeur malheureusement. Après, du côté des personnages secondaires, il y a pas mal de clichés, genre la grande sœur qui veut aider mais qui peut pas trop, la copine amoureuse du héros, le pote sympa qui sert pas trop, la femme un peu coincée, tout ça. D'ailleurs, fait amusant, la plupart des persos peu développés appartiennent aux camps terriens qui se focalisent énormément sur Inao. Du côté de Verse, c'est un peu plus varié entre les différents comptes, leurs stratégies et leurs réflexions quant à la situation. Et Slane perdu dans tout ça. Alors évidemment, il y a quelques mecs martiens qui sont là juste parce que ils se doivent d'être méchants et on s'en fiche, mais j'ai trouvé le background et la psychologie des martiens passionnante à découvrir et à suivre. Je parle de psychologie et tout, mais faut pas oublier que la guerre est aussi des plus physiques, il y a des morts et du combat, et bordel, les combats ne sont pas spectaculaires dans le sens où ça explose de partout et qu'il y a tellement de trucs à l'écran que tu te dis que c'est stylé, non ? Ici c'est de nouveau subtil, tout est stratégique. On a une opposition entre mecha du futur au super pouvoir goldé contre mecha qui sortent du Kinder Surprise de l'année dernière. Pour une victoire terrienne, il faut plus qu'une balle bien placée et diante que c'est passionnant à suivre. Petit bémol tout de même sur le fait qu'au bout de quelques épisodes, on a l'impression que les martiens se font avoir encore et toujours. Même si c'est plus ou moins précisé que ça gagne ailleurs, mais vu qu'on ne le voit pas, c'est difficile à croire. En effet, j'ai tendance à trouver le personnage d'Inao un poil trop abusé, malgré son intelligence super entraînante et sa zénitude totale lors des affrontements. Il a un côté beaucoup trop Superman, ce côté à avoir la solution seul et à pouvoir sauver l'humanité sans qu'une armée tierce n'y apporte un coup de main. Alors certes, il se fait parfois sauver les miches, mais j'aurais préféré le voir davantage en difficulté lors de certains affrontements. Malgré tout, c'est un vrai plaisir à suivre, et même si on se doute du résultat, ce qui compte c'est plutôt comment la victoire va se faire plus qu'autre chose. Parce que lorsque tu vois un mecha ultra balèze tout décimé, tu te demandes juste une chose. De quelle façon un truc aussi cheat va pouvoir se faire contrer? Et franchement, c'est assez jouissif. Et puis bon, c'est pas comme si les OST d'Hiroyuki Sawano étaient suffisamment parfaits pour sublimer le tout, hein. La première saison d'Alnoa Zero fait donc un quasi sans faute, avec un scénario multiples messages impliquant les actes et conséquences d'une guerre, une direction artistique impeccable notamment au niveau des arrière-plans et des lumières, je le répète mais une bande-son des plus prenantes et une vague d'émotions qui te percera forcément d'une façon ou d'une autre. Des moments tristes, choquants, excitants, calmes et réfléchis et j'en passe et des meilleurs. J'ai ressenti un vrai plaisir à suivre cette série, et pour tout avouer, en réalité, je ne suis pas du tout fanatique des animés au genre mecha, et il est vrai qu'en France, le genre est très peu populaire, contrairement au Japon, depuis les années 80, c'est encore et toujours là, sachant que c'est parfois la solution de facilité là-bas, parce que qui dit robot dit figurines et goodies grave chers qui font max de thunes. Je suis prêt à parier que toi qui regardes cette vidéo n'apprécies pas spécialement les mechas, voire même que tu n'aimes pas du tout le genre. Pourtant, je suis tout autant sûr que tu as kiffé ta génitrice la planète, Code Geass ou Shinseiki et Evangelion. Les exceptions, ça existe, et bien Alnoa Zero en fait partie, donc tu peux clairement foncer les yeux fermés, enfin garde-les ouverts pendant le visionnage. Je finis cet épisode sur la particularité supplémentaire de cet animé qui fait que je l'apprécie tant. Il ne te prend pas pour un idiot, il tente de réellement s'inscrire sur un domaine SF réaliste, ce qui n'est pas évident à faire. Mais les thèmes abordés s'y prêtent facilement, on te montre clairement à quel point la guerre et la vie sont des putes, la violence, la haine, la confiance vacillante entre ennemis et camarades sont représentés de façon réaliste. Attention spoil,
Dans la scène où Inao et Slane se rencontrent réellement et que la conversation s'engage, la tension est des plus intenses, tout porte à croire qu'ils vont s'allier jusqu'à la fin de l'anime, entre les openings qui nous les montrent ensemble et le fait qu'on voit bien que les deux bougres ne sont point méchants. Eh bien non, les questions vis-à-vis de la manipulation d'autrui, de confiance et de loyauté envers tel ou tel camp s'imposent de façon naturelle, et putain que ça donne des cliffhangers et des moments épiques. Le final de la saison est tout aussi impressionnant, je ne spoilerai pas cette fois mais il te scotche sur place, tu ne t'attends à rien de tout ça, tout paraît déstructuré et trop rapide mais en guerre ce sont ce genre d'événements inattendus qui prédominent. En bref, un vrai pied de 12 épisodes à regarder encore et encore. Et là tu vas te demander pourquoi je ne te parle pas de la saison 2, bien que je l'ai mentionné en début de vidéo, mais l'ellipse entre les deux parties est bien trop importante pour en parler ici, certains pourraient croire que je me contredis et j'aurais dû constamment préciser de quel moment je parle. Or je souhaite réellement te permettre de découvrir l'œuvre si tu ne la connais pas. Concernant cette deuxième saison, je ne vais pas te dire ici ce que j'en pense, pas même un petit indice. Sache juste que la vie globale est extrêmement partagée, certains considérant cette suite comme étant mauvaise et d'autres la jugeant très bonne. Le cas est vraiment particulier et je ne pourrais l'aborder sans spoiler les 12 épisodes qui le concernent. Je ne peux que t'encourager de tout regarder, tu ne le regretteras pas quoi qu'il arrive. Ça me permettra de parler très spécifiquement de cette dernière partie d'Alnoa Zero lors d'un autre épisode d'Anime Analyse. C'est tout pour l'épisode actuel en tout cas. J'espère que tu as apprécié le contenu et que j'ai satisfait ta curiosité au point de te donner envie de découvrir Alnoa Zero. Si tu connaissais déjà, j'espère que l'analyse de cette saison t'a intéressé un tant soit peu, que tu as pu découvrir des choses que tu n'avais peut-être pas soupçonnées lors de ton visionnage ou que ton avis sur l'œuvre est peut-être différente maintenant. Dans tous les cas, n'oublie pas que mon analyse et mes critiques sont toujours à prendre avec des pincettes. Je possède mes propres goûts et à aucun moment je ne déclarerai être objectif car c'est tout bonnement impossible. Il se peut même qu'on soit en désaccord et que tu n'apprécies pas cet animé. Bah c'est la vie, écoute. Dans tous les cas, un pouce positif pour me soutenir me ferait fort plaisir et un petit commentaire sympathique où tu partages ton avis, une simple onomatopée, voire un commentaire où tu as d'autres précisions à faire est totalement le bienvenu. Évite juste de spoiler quoi que ce soit parce que c'est pas cool, ou alors préviens avant la suite de ton commentaire. Et puis dernièrement, un petit partage serait super génial. Voilà, c'est tout pour moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore si ce sera un autre épisode d'Anime Analyse, si je parlerai tout de suite de la saison 2 d'Alnoa ou si je tenterai encore autre chose, c'est le mystère. Les bisous.